Le sang et la trahison ont forgé le règne du roi Alistair. Son cœur est devenu aussi froid que les pavés de sa forteresse. Il ne faisait confiance à personne et n'aimait rien, jusqu'à ce qu'une servante tremblante et marquée de cicatrices frôle son héritier orphelin. Quand le petit garçon a murmuré 6 mots bouleversants, le roi Alpha impitoyable a complètement cessé de respirer. La grande salle de Wintercrest était une symphonie. On y entendait le crépitement des âtres, le choc des gobelets et les rires bruyants de 100 guerriers endurcis. Des bannières cramoisies et argentées pendaient des chevrons. Elles étaient lourdes de la poussière d'un long et rude hiver. À la tête de la colossale table en chêne se tenait Alistair. C'était le roi Alpha des terres désolées du Nord. Il était enveloppé dans une lourde peau de loup géant. Sa mâchoire était serrée alors qu'il fixait le liquide ambré de sa coupe. C'était un roi forgé dans le feu et la tragédie. 5 ans plus tôt, le siège sauvage d'Oakhaven lui avait arraché son âme. Sa compagne prédestinée, Victoria, avait péri dans les flammes de la chambre d'accouchement. Le seul miracle à émerger des cendres fut leur fils, Léo. Il était enveloppé dans une couverture roussie, criant pour une mère qui ne le tiendrait jamais dans ses bras. Depuis cette nuit, Alistair avait enfermé son cœur dans un coffre-fort impénétrable. Il régnait avec un pragmatisme terrifiant et une poigne de fer. Ce soir, c'était la fête de la lune d'argent, un cauchemar diplomatique. Le seigneur Harrington, un noble riche et notoirement insaisissable des vallées du Sud, était arrivé. Il était accompagné d'une vaste suite de chevaliers, de courtisans et de serviteurs. Il venait chercher des accords commerciaux. Alistair méprisait l'odeur parfumée de l'homme et ses sourires mielleux et calculés. Mais Wintercrest avait besoin du grain du Sud. Près de l'immense cheminée de pierre, le petit Léo se faufilait entre les jambes de gardes imposants. À 5 ans, le louveteau était un reflet miniature de son père. Des cheveux noirs de jais, des yeux gris acier perçants et un caractère têtu comme une mule. Mais contrairement à Alistair, Léo possédait une douceur déchirante. « Mon prince, s'il vous plaît, ne courez pas si près de l'âtre », cria une nourrice affolée, essayant désespérément d'attraper le garçon. Léo gloussa, se faufilant habilement à travers un groupe de serviteurs du Sud. Il portait d'énormes plateaux en argent de venaison rôtie et de légumes racines. Parmi eux se trouvait une femme vêtue d'une robe de laine terne et filée à la main. Sa tête était baissée. Une écharpe de lin effiloché était enroulée lâchement autour de son cou et de sa mâchoire, cachant ses traits. Elle se déplaçait avec une grâce étrange et hésitante. Son regard était entièrement fixé sur le sol en pierre. C'était comme si elle essayait de se réduire à néant. Ses mains, rudes et cailleuses après des années de labeur, serraient une lourde carafe de vin épicé. Distrait par un chien qui mendiait des restes, Léo se retourna et percuta de plein fouet les jambes de la servante. La femme sursauta. La lourde carafe de cristal glissa de ses doigts. Elle se brisa contre les dalles dans une gerbe de vin rouge foncé. Léo tomba à la renverse, atterrissant lourdement sur son derrière. Le fracas réduisit au silence les environs immédiats. Quelques gardes portèrent la main à la garde de leur épée, et la nourrice poussa un cri perçant. Mais la servante ne se recroquevilla pas devant les gardes. Au contraire, un instinct primaire et féroce sembla l'emporter sur sa peur. Elle tomba instantanément à genoux, sans se soucier du verre brisé qui lui lacérait les paumes. « Oh, mon doux garçon, es-tu blessé ?» murmura-t-elle. Sa voix était une cadence musicale et rauque qui sembla vibrer dans le silence soudain. Elle tendit la main, ses mains ensanglantées vérifiant doucement ses petits bras. Son pouce écarta instinctivement une mèche de cheveux sombres de son front. À la table d'honneur, Alistair s'était déjà levé. Ses yeux brillaient d'un éclat doré d'alpha au son de la chute de son fils. Mais alors qu'il ouvrait la bouche pour aboyer un ordre, le vent hurla à travers les hautes fenêtres. Il transporta un courant d'air dans la salle, et il transporta une odeur. Alistair se figea. Sa poitrine massive cessa de bouger. Le gobelet dans sa main se fissura sous la pression soudaine et terrifiante de sa poigne. Lavande, pluie d'été, et le musc distinct et sans équivoque du miel sauvage. C'était impossible. Il l'avait enterré. Il s'était tenu au-dessus des cendres. En bas, sur le sol, le petit Léo ne pleurait pas. Le garçon fixait le visage de la servante, ses yeux gris acier grands ouverts. Le garçon se pencha, son petit nez se contractant. Son loup intérieur, encore jeune mais instinctivement vif, capta la même odeur. Léo tendit la main. Ses petites mains potelées
agrippant le tissu grossier du corsage de la femme. « Tu sens exactement comme ma maman », gémit le petit louveteau. Sa voix porta parfaitement dans le silence soudain et suffocant de la salle. La femme se raidit. Ses yeux noisettes s'écarquillèrent de pure panique. « Je vous demande pardon, petit seigneur », balbutia-t-elle, essayant frénétiquement de reculer. Alistair sauta par-dessus la table d'honneur. Il n'utilisa pas les escaliers. Le lourd chêne gémit alors qu'il projetait sa carrure massive par-dessus, atterrissant avec un bruit sourd qui fit trembler le sol. La foule s'écarta violemment. Seigneurs et dames se bousculaient pour s'écarter de son chemin. Le Royal Fa s'avançait, son aura si suffocante de domination que plusieurs loups plus faibles tombèrent à genoux, le souffle coupé. « Levez-vous » ordonna Alistair. Sa voix était un grondement bas et terrifiant qui faisait trembler la moelle de leurs os. La servante recula en rampant, tremblant violemment, tout en resserrant son écharpe autour de son cou. Elle gardait la tête baissée, s'inclinant si bas que son front touchait presque les pierres imbibées de vin. « Regardez-moi » souffla Alistair, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Lentement, péniblement, la femme leva la tête. L'écharpe glissa légèrement, révélant une cicatrice de brûlure estompée et irrégulière le long de sa mâchoire. Mais ce furent ses yeux, ses grands yeux terrifiés, vert noisette tachetés d'or, qui firent chanceler le roi de Wintercrest. C'était comme s'il avait reçu un coup d'épée en pleine poitrine. C'était elle, plus âgée, décharnée, profondément marquée, et puant la peur, mais c'était Victoria. « Jen » s'étrangla Alistair. Le roi impitoyable ressemblait soudain à un garçon brisé et désespéré. Il tendit la main, sa grande main balafrée tremblant alors qu'il s'approchait de sa joue. La femme tressaillit violemment, repoussant sa main d'un coup sec. « S'il vous plaît, votre grâce, je suis désolé, je ne voulais pas le faire tomber. S'il vous plaît, ne me fouettez pas » s'écria-t-elle, enroulant son corps sur Léo, comme pour protéger le prince de son propre père. Le cœur d'Alistair se brisa à nouveau. Il n'y avait aucune reconnaissance dans ses yeux, seulement de la terreur. Que signifie tout cela? La voix fluette de Lord Harrington perça le lourd silence. Le seigneur du Sud se fraya un chemin jusqu'à l'avant de la foule, le visage rouge d'indignation. Bien qu'Alistair puisse sentir la soudaine pointe de sueur nerveuse couler sur l'homme, Harrington s'inclina à la hâte. « Mes plus profondes excuses, roi Alistair. La fille est maladroite. Ce n'est qu'une simple souillon, une pupille de mon domaine. Nora, espèce d'idiote, retourne aux cuisines immédiatement. » Victoria, ou Nora, se releva péniblement. Ses mains ensanglantées laissaient des taches rouges sur sa robe grossière. Elle ne regarda plus Alistair. Elle jeta seulement un dernier regard douloureusement tendre au petit Léo, avant de se tourner pour fuir. « Bouge, et je t'arrache la gorge » gronda Alistair. L'ordre était entièrement dirigé contre Harrington. Le seigneur du Sud se figea, son visage devenant de la couleur du lait caillé. Alistair ne quitta pas la femme des yeux. « Cassian » aboya-t-il. Instantanément, son bêta, un guerrier imposant au front balafré, se matérialisa à ses côtés. « Mon roi, emmène le garçon dans ses appartements, double la garde, puis emmène cette femme dans mon cabinet privé. »« Sire, vous ne pouvez pas simplement saisir ma propriété, » protesta Harrington, la voix brisée. « C'est une servante liée à ma maison. Je l'ai recueillie il y a 5 ans, quand elle s'est échouée à moitié morte sur les rives de la rivière Rouge. Je lui ai sauvé la vie. » Alistair se déplaça si vite qu'aucun œil humain ne put le suivre. En une fraction de seconde, sa main s'enroula autour de la gorge de Harrington. Il souleva le riche seigneur à 30 centimètres du sol. Les chevaliers du Sud dégainèrent leurs épées. Mais 100 guerriers de Wintercrest pointèrent instantanément de lourdes arbalètes sur leur tête. « Elle » gronda Alistair, ses crocs s'allongeant alors que son loup luttait pour percer sa peau humaine. « Viens avec moi. Si vous ou vos hommes faites un seul pas vers mes appartements, je monterai vos têtes sur les portes de Wintercrest. Me comprenez-vous » Harrington haleta, hochant frénétiquement la tête. Alistair le jeta sur le sol de pierre, comme un sac de grains pourris. Dans l'ombre de la table d'honneur, Lady Béatrice observait la scène. Louve de haute naissance d'une puissante meute alliée, Béatrice avait passé les 3 dernières années à manœuvrer méticuleusement pour devenir la nouvelle reine d'Alistair. Son beau visage aristocratique restait parfaitement composé. Mais sous la soie de sa robe, ses griffes parfaitement manucurées s'enfonçaient profondément dans ses paumes, faisant couler le sang.
Elle fixait la servante balafrée avec une haine venimeuse et calculatrice. 20 minutes plus tard, les lourdes portes renforcées de fer du cabinet du roi se refermèrent brutalement. La pièce était vaste, chauffée par un immense foyer, et sentait le parchemin, le pain et l'odeur lourde et masculine d'Alistair. Victoria se tenait au centre de la pièce, serrant ses mains ensanglantées contre sa poitrine. Elle frissonnait si violemment que ses dents claquaient. Alistair faisait les 100 pas devant le feu, passant ses mains dans ses cheveux sombres, respirant lourdement. Il essayait de réprimer son aura, essayant désespérément de ne pas la submerger. Mais son loup intérieur hurlait, griffant son esprit, criant « Compagne! Compagne !»« Compagne !» dit-il doucement, s'arrêtant pour la regarder. « Victoria, mon nom est Nora. Votre grâce, murmura-t-elle, la voix tremblante. S'il vous plaît, je ne sais pas qui vous pensez que je suis. Je ne suis qu'une lavandière. Seigneur Harrington, ne prononcez pas le nom de ce porc devant moi, claqua Alistair. Il le regretta instantanément quand elle tressaillit et ferma les yeux. Il se força à prendre une profonde inspiration. Lentement, il s'approcha d'elle, se déplaçant comme on le ferait, vers une biche blessée et piégée. « Laisse-moi voir tes mains », ordonna-t-il doucement. Elle hésita, mais l'autorité dans son ton l'obligea à les baisser. Alistair prit ses mains dans les siennes. Elles étaient abîmées, calleuses, brûlées par endroits et saignaient à cause du verre. Il sentit une larme couler sur sa joue, atterrissant sur son poignet. Le grand Ra Alpha, qui avait massacré des centaines de personnes sans ciller, pleurait. « Que t'ont-ils fait, mon amour ?» murmura-t-il, son pouce effleurant ses jointures. « Tu étais censé être en sécurité. J'ai fouillé les cendres. J'ai trouvé un corps portant ton pendentif. Je pensais que tu étais parti. » Victoria le dévisagea, ses yeux noisettes parcourant son visage. Pendant une seconde fugace et microscopique, une étincelle de confusion traversa ses traits. Un souvenir fantôme résonnait dans le vide de son esprit. Mais ensuite, elle grimaça, laissant échapper un hoquet de douleur. Sa main libre vola vers sa nuque. « Ma tête » gémit-elle, ses genoux flageolants. Alistair la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, la déposant doucement sur un canapé recouvert de fourrure. « Cassian, amène la guérisseuse de la meute » rugit-il par-dessus son épaule. « Non, non, non » haleta-t-elle, se tenant le cou. « Ça brûle quand j'essaie de me souvenir. Ça brûle toujours. » Alistair fronça les sourcils. Il écarta doucement sa main, repoussant l'écharpe effilochée et le lourd rideau de ses cheveux bruns emmêlés. Il examina la base de son crâne, juste là où sa colonne vertébrale rencontrait son cou. Son sang se glaça. Marqué dans sa chair, caché sous la ligne de ses cheveux, se trouvait une cicatrice noire, irrégulière et en relief. Mais elle ne provenait pas d'un feu. C'était une rune, un sceau de liaison brillant, d'une faible malice violacée et maladive. C'était de la magie noire de sorcière. Elle ne l'avait pas seulement oublié à cause du traumatisme. Ses souvenirs avaient été violemment et magiquement enchaînés. Quelqu'un avait orchestré l'attaque d'O'Caven, simulé sa mort, maudit son esprit et l'avait vendu en servitude. Soudain, la lourde porte en chêne grinça. Une petite silhouette en chemise de nuit de velours se glissa dans la pièce, échappant aux gardes à l'extérieur. Le petit Léo traversa les tapis, ignorant complètement son père. Il grimpa sur le canapé et blottit son petit corps contre celui de Victoria. Le souffle de Victoria se coupa. Malgré sa panique, malgré la douleur atroce dans sa tête, ses bras s'enroulèrent instinctivement autour du garçon. Elle enfouit son visage dans ses cheveux sombres, inspirant profondément. Et pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans la salle, ses tremblements violents cessèrent. « Tu es en sécurité maintenant », murmura Léo, sa petite main tapotant sa joue balafrée. « Mon papa est le plus fort. Il ne laissera plus les méchants hommes t'emmener. » Alistair les regarda, la poitrine soulevée, alors qu'une fureur froide et terrifiante commençait à remplacer sa douleur. L'homme qui avait pris sa compagne dormait dans ses quartiers d'invités. La sorcière qui avait jeté la rune était quelque part dehors. Et quiconque avait orchestré cette trahison depuis ses propres rangs allait payer. « Non » dit doucement Alistair, ses yeux brillants comme des braises mourantes dans une forge. « Les méchants hommes ne vont pas t'emmener. Parce qu'au lever du soleil, il n'en restera plus aucun en vie. » Les cachots sous Wintercrest étaient un labyrinthe souterrain de pierres glaciales. Ils étaient éternellement humides, des suintements des sources souterraines. C'était un endroit où la lumière venait mourir.
Alistair descendit l'escalier en colimaçon. Le son de ses lourdes bottes résonnait comme des tambours funèbres contre le granit. Son loup intérieur était une tempête de rage pure, arpentant la cage de ses côtes, exigeant du sang pour le tourment infligé à leur compagne. Dans la cellule la plus profonde, éclairée seulement par la lueur orange vacillante d'une seule torche, Lord Harrington était enchaîné à une lourde chaise en fer. Cassian se tenait dans un coin, se nettoyant les ongles avec un couteau de chasse à l'air redoutable, l'air bien trop ennuyé. Alors qu'Alistair entrait dans la lumière, Harrington commença à se débattre. Ses riches vêtements de velours du Sud étaient tachés par la crasse du cachot et sa propre sueur terrifiée. « Votre grâce, pitié !» hurla Harrington, sa voix rebondissant sur le plafond voûté. « Je suis un noble. Vous ne pouvez pas me traiter comme un voleur ordinaire. Les valets du Sud marcheront sur Wintercrest pour cette insulte. » Alistair ne dit pas un mot. Il marcha lentement vers le seigneur tremblant, ses yeux dorés d'alpha perçant la pénombre. Il tendit la main, sa main massive s'enroulant autour de la cravate en soie de Harrington. Il tira l'homme vers l'avant jusqu'à ce que leurs nez soient à quelques centimètres l'un de l'autre. L'odeur de la terreur du seigneur était suffocante. « Tu parles de guerre, Harrington, » dit Alistair, sa voix un murmure mortel et vibrant. « Mais tu as commis un acte de guerre au moment où tu as amené ma compagne morte dans ma salle comme une esclave marquée. Maintenant, tu vas me dire exactement comment elle est entrée en ta possession. Et si tu mens, Cassian commencera à t'enlever les doigts, un pour chaque mensonge. » Harrington sanglota, son assurance s'effondrant en cendres. « Je ne savais pas qui elle était. Je le jure sur les anciens dieux. Je n'ai pas orchestré le siège d'Oakhaven. »« Alors qui l'a fait ?» insista Alistair, ses griffes s'étendant légèrement, piquant la peau du cou de Harrington. « C'était une transaction. » balbutia Harrington, des larmes coulant sur ses joues charnues. « Il y a 5 ans, j'ai été approché par un intermédiaire dans les territoires humains neutres. Ils ont utilisé une institution financière privée pour s'assurer que l'or ne puisse pas être retracé jusqu'au nord. Le Banque Continental Médicis, un ancien système de registre humain complètement hors réseau. Ils m'ont payé une fortune en lingots d'or non marqués pour garder la fille cachée dans mes domaines les plus reculés, pour s'assurer qu'elle ne verrait jamais le clair de lune ou ne parlerait à un autre loup. » Les yeux d'Alistair se plissèrent. La Banque Continental Médicis était une institution réelle et très privée. Elle était utilisée par les plus riches aristocrates européens et les rois corrompus pour enterrer leurs plus sombres secrets. Très peu de loups connaissaient même son existence, et encore moins avaient les garanties pour y ouvrir un compte fiduciaire anonyme. Cela nécessitait du sang royal. Cela nécessitait quelqu'un de son propre cercle intime. « Qui a engagé l'intermédiaire » demanda Alistair, l'air dans la cellule chutant de 10 degrés. « Je ne connais pas le nom » cria Harrington, fermant les yeux. Mais la sorcière qui l'a marqué, celle qui a lié ses souvenirs, était une praticienne des arts sombres en exil. Elle a utilisé un sortilège tiré directement des textes interdits des archives du Vatican. La sorcière s'est vantée que son mécène était une louve du Nord. Une noble qui voulait que le cœur du roi Alpha s'endurcisse, qui voulait le trône pour elle-même. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté écœurante et violente. Il n'y avait qu'une seule louve de haute naissance arrivée à Wintercrest peu après la mort supposée de Victoria. Une seule qui avait continuellement insisté pour un mariage politique. Une seule qui avait la richesse nécessaire pour manipuler les banques humaines. Et une seule qui, ce soir, dans la grande salle, observait Victoria avec une panique à peine dissimulée. Lady Béatrice. Alistair laissa tomber Harrington, dégoûté. Cassian, boucle la forteresse. Personne ne sort. Et trouve Lady Béatrice. Amène-la-moi vivante. Avec plaisir, mon roi, gronda Cassian. Ses yeux brillaient d'une intention mortelle alors qu'il sortait en trombe du cachot. Haut dans l'opulente aile des invités, Lady Béatrice était déjà en mouvement. Son beau visage était tordu en un masque de malice pur et désespéré. Elle sut au moment où Alistair traîna le Seigneur du Sud que son empire de mensonges soigneusement construit s'effondrait. Harrington était un lâche. Il chanterait avant même que le premier coup ne soit porté. Elle avait passé 5 ans à jouer la confidente patiente et endeuillée. Elle avait payé des mercenaires pour brûler Oakhaven, payé la sorcière noire pour effacer l'esprit de Victoria avec une rune de sang, et payé Harrington pour la garder comme un secret meurtri et brisé.
Elle avait tout fait pour devenir reine. Elle ne perdrait pas tout maintenant à cause d'une souillon balafrée et sans cervelle. Tirant un stylet en argent forgé de sa coiffeuse, Béatrice déboucha une petite fiole. Le liquide à l'intérieur était d'un jaune maladif et brillant. Une dose létale et hautement concentrée d'aconite Toulouse raffiné. Elle enduisit la lame méticuleusement. Si elle ne pouvait pas avoir Alistair, elle s'assurait que Victoria ne l'aurait jamais non plus. Enveloppant une cape sombre sur sa robe de soie, Béatrice se glissa dans les couloirs de pierre. Les gardes se mobilisaient déjà, leurs cris résonnant dans les cours. Mais elle connaissait les passages secrets de Wintercrest mieux que quiconque. Elle se déplaçait comme une ombre, se glissant dans les couloirs des serviteurs qui contournaient les portes principales, lourdement gardées du cabinet du roi. À l'intérieur des appartements du roi, l'atmosphère était d'une tension suffocante. Le feu crépitant projetait de longues ombres dansantes à travers la pièce. Victoria était recroquevillée sur le canapé, sa respiration superficielle. La guérisseuse de la meute, une femme âgée nommée Agatha, avait appliqué une pâte à base de plantes anesthésiantes sur les mains ensanglantées de Victoria. Mais elle n'osait pas toucher la rune violette et pulsante sur la nuque de la jeune femme. Le petit Léo avait refusé de partir. Il était fermement blotti contre Victoria, sa petite main tenant sa manche de laine grossière. Pour Victoria, son contact était une ancre dans une tempête de confusion déchaînée. Sa tête battait d'une agonie blanche et brûlante chaque fois qu'elle essayait de regarder le visage du garçon. Mais son âme lui hurlait de le tenir, de le protéger, de ne jamais le laisser partir. « Tu sens la pluie », murmura Léo, ses yeux gris la regardant d'un air endormi. « Tu es ma maman, n'est-ce pas ?» Une larme s'échappa de l'œil de Victoria, traçant un chemin sur sa joue balafrée. « Je ne sais pas, mon doux garçon, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je veux l'être. J'ai l'impression de l'être, mais mon esprit est complètement vide. » Soudain, un léger déclic résonna du mur du fond. Une lourde tapisserie fut écartée, et Lady Béatrice entra dans la pièce. Ses yeux étaient fixés sur Victoria avec une haine prédatrice. Agatha se leva, le front plissé. « Madame, le roi a ordonné que personne n'entre. » Béatrice se déplaça avec une vitesse terrifiante. Elle frappa, heurtant la tempe de la vieille guérisseuse avec le lourd pommeau de sa dague. Agatha s'effondra sur le sol sans un bruit. Victoria sursauta, enroulant instinctivement son corps entièrement sur Léo, le protégeant de l'intruse. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » s'écria-t-elle, son cœur martelant contre ses côtes. Béatrice ricana, levant la lame d'argent empoisonnée. « Je suis la femme qui va finir ce que j'ai commencé il y a 5 ans. Tu ne pouvais tout simplement pas rester morte, n'est-ce pas, Victoria ?»« Je ne vous connais pas » hurla Victoria, reculant aussi loin que possible dans le coin du canapé, pressant Léo en sécurité derrière elle. « S'il vous plaît, je n'ai rien. Prenez ce que vous voulez. Ce que je veux, c'est ta tête sur une pique, » siffla Béatrice, s'approchant. La lumière du feu scintillait sur le liquide jaune venimeux de sa lame. « As-tu la moindre idée de ce que ça m'a coûté de me débarrasser de toi? L'or que j'ai fait transiter par les comtes Médicis, la magie noire que j'ai dû commander. J'ai brûlé Oakhaven jusqu'aux fondations pour te voir réduite en cendres. Et pourtant, te voilà, rampant comme un cafard pour voler mon trône. » À la mention d'Oakhaven et du feu, une décharge électrique violente et atroce traversa le crâne de Victoria. La rune violette sur sa nuque commença à briller d'une chaleur intense et brûlante. Des flashs de mémoire, des cris dans la nuit, l'odeur du pain brûlé, un petit paquet gémissant dans ses bras, le visage d'Alistair lui souriant sous une lune d'argent. Victoria hurla de douleur, se tenant la tête alors que la magie noire luttait brutalement contre ses souvenirs qui revenaient. « Arrête de pleurer et meurs en silence. » Béatrice se jeta en avant, enfonçant la lame empoisonnée directement vers la poitrine de Victoria. Mais Victoria n'était pas la souillon faible et brisée qu'on l'avait forcée à jouer. Au plus profond d'elle, l'esprit dormant d'une reine Luna rugit à la vie. Poussée par l'instinct primal et irrésistible d'une mère protégeant son petit, Victoria lança son bras, interceptant le coup. La lame d'argent s'enfonça profondément dans son avant-bras. L'aconite Toulouse siffla instantanément en entrant dans sa circulation sanguine, brûlant comme du feu liquide. Victoria poussa un cri guttural, mais elle ne recula pas. De sa main libre, elle attrapa un lourd tisonnier en fer du foyer et le balança de toutes ses forces restantes. Elle frappa Béatrice de plein fouet dans les côtes. Béatrice haleta, reculant en chancelant, son visage aristocratique tordu de choc et de douleur.
Espèce de garce sauvage, hurla-t-elle, se remettant rapidement et levant le couteau pour un coup fatal. Avant que la lame ne puisse descendre, les lourdes portes en chêne du cabinet furent entièrement arrachées de leurs gonds en fer. Le bois vola en éclats dans l'air comme des éclats d'obus. Alistair se tenait dans l'embrasure de la porte. Il n'était plus un roi. C'était un monstre de mythe et de légende. Ses os avaient déjà commencé à craquer et à se déplacer, ses yeux brillants comme des soleils jumeaux d'or alpha pur. Le poids suffocant de son aura s'abattit sur la pièce comme une onde de choc physique. « Béatrice !» Son rugissement fit trembler les fondations du château. Béatrice se figea, le couteau tremblant dans sa main. Elle regarda le roi Alpha, et pour la première fois de sa vie de privilégiée, elle comprit la vraie terreur. « Alistair, attends, elle m'a attaqué. » Dans un flou de mouvement, Alistair traversa la pièce. Il n'utilisa pas d'arme. Il attrapa Béatrice à la gorge, sa main massive la soulevant complètement du sol. Il serra, coupant court à ses mensonges pathétiques, ses griffes s'enfonçant profondément dans sa peau. D'un coup de poignet, il la projeta à travers la pièce. Elle s'écrasa violemment contre le mur de pierre et s'effondra sur le sol, inconsciente et brisée. Mais Alistair ne lui accorda pas un second regard. Il tomba à genoux à côté du canapé. Victoria convulsait. L'aconite Tulou se propageait dans ses veines, mais la vraie bataille se déroulait sur sa nuque. La rune violette brûlait plus fort que jamais, essayant de supprimer l'immense vague d'émotions et la proximité de son compagnon prédestiné. La magie noire se nourrissait de sa force vitale, essayant de la tuer avant qu'elle ne puisse se souvenir. « Jen, non, non, tiens bon !» paniqua Alistair, rassemblant son corps agité dans ses bras. « Agatha, où est la guérisseuse ?» Il réalisa qu'Agatha était inconsciente sur le sol. « Papa, elle brûle !» pleura Léo, s'accrochant au bras de son père. « Alistair !» s'étrangla Victoria, ses yeux noisettes se révulsant. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom en 5 ans. Entendre son nom de ses lèvres brisa la dernière barrière du contrôle d'Alistair. Il la serra contre sa poitrine, enfouissant son visage dans le creux de son cou. Il déchaîna sa propre force vitale, projetant l'intégralité de son énergie alpha et le pouvoir ancien et incassable du lien de compagnon prédestiné directement en elle. « Je te tiens !» ordonna Alistair, sa voix vibrant d'un pouvoir ancien et résonnant. « Je suis l'alpha du Nord. Tu es ma Luna. Brise-toi !» Un flash aveuglant de lumière dorée jaillit de l'endroit où leur peau se touchait. La magie noire de la malédiction du Vatican rencontra le pouvoir brut et indompté du lien d'âme des loups-garous. Avec un son de verre brisé, la rune violette sur le cou de Victoria se fissura. Une fumée noire siffla dans l'air, se dissolvant dans le néant. La cicatrice irrégulière s'estompa, ne laissant derrière elle qu'une peau lisse et sans défaut. Alors que la malédiction se brisait, son énergie sombre s'inversa, incinérant l'aconite Tulou dans ses veines et refermant la chair de son bras en quelques secondes. Victoria devint complètement immobile. Sa respiration ralentit pour atteindre un rythme calme et régulier. Alistair retint son souffle, terrifié à l'idée de bouger. « Jen !» murmura-t-il. Lentement, Victoria ouvrit les yeux. Le brouillard de peur et de confusion avait disparu. Les profondeurs noisettes étaient claires, nettes et brillaient de larmes non versées. Elle leva les yeux vers le visage balafré et en larmes du terrifiant roi Alpha. Sa main se leva, ses doigts traçant la mâchoire qu'elle avait embrassée 1000 fois auparavant. « Tu as laissé pousser ta barbe » murmura-t-elle, un sourire larmoyant se dessinant sur ses lèvres. Alistair laissa échapper un sanglot brisé, la serrant contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux alors qu'il pleurait ouvertement. Il avait traversé l'enfer pendant 5 ans, mais il était enfin vraiment chez lui. Victoria tourna la tête, son regard tombant sur le petit garçon terrifié qui se tenait à proximité. « Léo !» souffla-t-elle en se redressant. Elle ouvrit les bras. « Maman !» Léo se jeta dans son étreinte. Victoria enfouit son visage dans son cou, inhalant l'odeur douce et parfaite de son fils. Les larmes coulaient librement alors qu'ils s'effondraient tous les trois dans un enchevêtrement de membres, d'amour et de soulagement immense. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Wintercrest, peignant les sommets enneigés d'un or brillant. Le royaume s'éveilla à une nouvelle ère. Lady Béatrice fut dépouillée de ses titres, ses liens de meute rompus, et bannie dans les terres désolées du Nord,
Une condamnation à mort à tout point de vue. Lord Harrington fit face au bourreau de l'Alpha. Sa richesse saisie et distribuée aux orphelins d'Oakhaven. Victoria sortit sur le haut balcon. Elle n'était pas vêtue de laine filée à la main, mais des lourdes soies cramoisies et des fourrures argentées de son rang. Elle regarda la cour, la main posée sur son cœur. Derrière elle, des bras forts s'enroulèrent autour de sa taille, et Alistair déposa un tendre baiser sur son épaule. Le petit Léo courait autour de leurs jambes, chassant un papillon. Les cicatrices sur ses mains restaient, un témoignage de sa survie, mais l'obscurité s'était enfin dissipée. Le roi Alpha avait retrouvé son cœur, et la Luna de Wintercrest était revenue sur son trône légitime. Quel voyage palpitant de trahison, de survie et d'amour indestructible. Lady Béatrice a-t-elle reçu la punition qu'elle méritait, ou Alistair a-t-il été trop indulgent? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette romance dramatique de loup-garou et que vous voulez plus d'histoires fantastiques intenses et captivantes, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Partagez cette histoire avec votre meute et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'aventures palpitantes. N'oubliez pas d'activer la cloche.